En début de week-end, quoi de mieux qu'être scotché sur le canal 37 et NT6 sur 9 Bleu OTT, Keria Media Channel, qui revient encore aujourd'hui dans Blue Sky avec un acheminement que vous avez très certainement intégré, qui va se présenter comme que voici. Nous ouvrons ce chapitre bien évidemment actuellement avec Bébira Marilou, non? Parce qu'elle ne reviendra pas aujourd'hui, elle reviendra plutôt demain. Je serai avec Stéphanie Pagna qui va nous parler du courrier du cœur, de votre confidence, et viendra juste après l'invité du jour qui nous parlera justement d'un sujet pertinent et attrayant. Je vous garde au mot, je vous retiens avec moi. Restez avec nous parce que Blue Sky commence et c'est tout de suite. Bienvenue. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, comme je vous l'ai dit à l'entame, c'est le 13 février, aujourd'hui, 44e jour de l'année 2026. Nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Béatrice et Prisca. Si vous en avez dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Et mondialement, aujourd'hui, nous célébrons l'un des médias, l'une des parties des médias, parce que aujourd'hui, c'est plutôt la radio qui est célébrée. Alors, nous allons débattre de ce sujet, mais je ne serai pas seule. Je vous rappelle aussi que nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Il est temps de préparer des cadeaux pour des personnes qui se sentent aussi proches de nous. Je ne sais pas si c'est en particulier pour les amoureux, mais avec Stéphanie, je pense que nous allons en débattre. Elle est déjà sur ce plateau. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour Dakati. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ouais. J'aime tes bretelles. Je t'ai déjà dit que je le prendrais, donc je sais que tu es trop gentille et j'espère vraiment rentrer avec aujourd'hui. Ah, cette fois-ci, je pense pas que ça sera le cas. Comment est-ce que tu es méchante? Tu me le dis en direct. Tu me demandes en direct, quoi. Alors, ça Stéphanie, c'est la journée de la radio. Est-ce que tu as déjà travaillé dans une radio? Bien sûr, j'ai commencé par la radio. Entre la radio et la télé, qu'est-ce qui est plus difficile? La radio. Pourquoi? Parce qu'il faut captiver, tandis que la télé, tu n'as pas forcément besoin de captiver parce que tu es vu. D'accord. Alors, à la radio, tu dois être vu par l'écoute. Ok. Donc, il faut captiver. Donc, à la radio, on est plus exigeant par rapport à la télé. Oui. Donc, à la télé, on peut dire n'importe quoi juste parce qu'on est belle et puis non, beau parce que ça passe. C'est pas une question d'exigence. Okay. Tu vois, c'est une question peut-être d'aura. D'accord. De contenu, je ne sais pas comment dire ça facilement, mais tu dois être bien précise dans ce que tu dis en se détaillant à la fois. D'accord. Pour permettre que ça captive, pour permettre de... C'est l'audition visuelle. Donc, à la télé, tu peux quand même buter, mais parce qu'on te voit, ça joue quand même la télé, ton accoutrement, ta couleur de peau, ton maquillage peut attirer, mais à la radio, c'est ce que seule. Tu dis, hein, de par ta voix, ce que tu dis qui doit captiver. Le contenu est plus... insistant à la radio qu'à la télé. Super. Comme je vous l'ai dit, cette journée a été décernée par l'UNESCO en 1946, bien évidemment. C'était pour souligner l'importance de ce média dont l'accès à l'information, à la diversité, à la créativité, à la capacité de la radio à connecter les communautés. Aujourd'hui, nous suivons peu à peu la radio. Stéphanie, est-ce que toi, tu as déjà... Quel rapport as-tu avec ce média qui est la radio? Ben, tu sais, à un certain niveau, quand tu es à fond dans ce métier, on n'arrive jamais au summum, tu vois. D'accord. On ne se vante jamais d'être arrivé à une certaine étape où c'est fini, tu peux, non. On apprend déjà que pour ce métier, on apprend tous les jours. D'accord. Mais le rapport avec la radio... Oui, déjà, en te détachant de ton métier de journaliste, en tant qu'humaine, ton rapport avec la radio, mais ça t'arrive de suivre la radio par moment à la maison, ou soit c'est souvent quand tu es dans le bus, dans la voiture. C'est vrai que de plus en plus, on perd cette habitude de suivre la radio et qu'on laisse, entre guillemets, cette habitude aux grands-parents, aux personnes âgées, parce que au début, on sous-entendait que la radio, c'était seulement pour être informé. Alors aujourd'hui, avec les R&B, toutes les formes des musiques qui sortent, on n'a pas forcément besoin d'une radio. Il suffit d'avoir un Bluetooth connecté et il passe, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on perd, comme je viens de le dire, on perd de plus en plus cette habitude. Mais il y en a qui restent, ça m'arrive des fois, mais de plus en plus rarement aussi, je ne m'exclus pas du nombre.
il y en a qui restent quand même sur ces anciennes racines-là. Ok. Dans les transports en commun, c'est peut-être pas la musique, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut dire qu'on devrait beaucoup censurer hein, sur les paroles des musiques, le genre de musique, disons comme ça. Mais il y en a qui restent comme ça, Ouais. figés sur... Comme les cassettes, comme les CD, comme les DVD, tu penses que la radio disparaîtra un jour? Non, la radio, non, mais la technologie évolue chaque Ouais, jour. elle évolue, donc elle peut quand même faire en sorte que, puisque la nouvelle génération est de moins en moins accro à la radio, à ce que je sache, à moins que tu fasses le journalisme Non, mais tu sais, aujourd'hui, il y a aussi cette guerre-là. des médias. Pas la guerre des médias, mais la guerre de technologie. Ok. Plus la technologie, elle évolue, beaucoup de responsables, disons ça comme ça, sont regardants. Et moi, je pense qu'à la longue, on risque, nous, les responsables, d'être complètement contre de beaucoup de choses. Ok. Du coup, la radio aura toujours sa place. Donc, les nouvelles technologies impactent aussi sur les radios. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui embauchent des gens, mais qui font de la radio. Par exemple, on peut en citer, il y a plusieurs radios. Il y a Top Congo, il y a Buzz FM, il y a Radio 50, il y a plusieurs autres radios qui peut-être pourront fermer parce que la technologie évolue, je pense. Non, fermé, non. Mais parce qu'il y aura moins pas. d'auditeurs. Bon, on va pas faire la publicité des radios, Des radios. mais je ne pense pas. Ok. Alors, Steph, on est à la veille de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu as prévu pour monsieur? Des Rien. pneus. Quoi? Des pneus. Il en avait crevé? Il en aura besoin. Non, j'ai peut-être pas compris la blague. Non, des pneus. Il en a de crevé. En fait, c'est seulement pour dire quoi? Les gens sont en train de particulariser cette journée qui ne devrait pas, à mon avis. La Comment Saint-Valentin, ça devrait être chaque jour. Ça ne te ferait pas plaisir de recevoir des cadeaux tous les jours. Oui, ça arrive, mais tu vois, quand c'est un Alors, moment moi, si spécial... Moi, si je t'offre des pneus demain, ben, tu en auras tous les jours, quoi. Bon, Steph, ne philosophe pas, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut rester est-ce qu'on peut maquiller juste Moi, je la n'aime pas journée? faire comme tout le monde. Je te jure que j'aime pas faire comme Oui, tout le mais monde. peut-être que celui avec qui tu es aurait besoin que tu fasses comme tout le monde. Qui t'a dit ça? Nafunda. Funda, Natuna. je te dis. Ok. Je te retiens sur ce plateau. J'espère qu'on parle le même langage avec Enoch. On va prendre l'invité de ce jour qui va nous parler des sujets très importants surtout. Et restez avec nous, ne quittez pas parce que ça sera le moment invité et c'est tout de suite. Ouais, comme je le disais, mesdames, messieurs, ça sera le moment invité du jour. Il est déjà là. Il attend que ça monte sur cette estrade. Ça sera le moment invité et c'est tout de suite. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Si vous nous prenez en cours, vous êtes scotchés sur le canal 37 et T609 BOTT pour ceux qui aiment Blue Sky ou soit BlueSat. Nous sommes dans Blue Sky, le ciel bleu qui s'abat sur vous pour justement vous rebooster en cette grasse matinée. J'espère que toutes ces personnes qui suivent notre tranche matinale ont toujours une bonne suite de journée parce que nous vous communiquons de la bonne humeur et de la good vibe, surtout de la bonne ambiance, mais le plus summum de plus summum, c'est que c'est de la bonne information et des invités qui répondent à vos attentes. En parlant d'invités, il est déjà là sur ce plateau. Celui-là, c'est Néhémie Mazama, qui est spécialiste en études des marchés, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Kate, et merci de me recevoir. Comment vas-tu? Oui, ça va. Une coupe assez particulière. Ouais, c'est une tendance ou soit tu t'adaptes à la forme de ta tête? Non, je pense que ça fait presque 5 ans que j'ai la même coupe. Ça Ouais. commence à m'ennuyer un peu aussi. Alors, ça sera quoi la prochaine? Je sais pas, peut-être que je dois Coco tout raser. taillé. Je vais essayer. Je pense que j'ai jamais essayé dans ma vie. Je pense que je vais essayer. Alors, Mazama, c'est pour nous un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. S'il y a un questionnement, surtout une question qui me revient tout de suite, on parle de toi en tant que spécialiste des études de marché. Oui, exactement. Alors, ce qui veut dire que vous faites partie de ce groupe qui lance des statistiques qui peuvent s'étendre dans les communes, même pour tout un pays. Déjà, c'est quoi le procédé? Bon, d'abord, je vais dire que les études des marchés et puis les statistiques, vraiment, c'est une science très, très, très importante pour un pays. Ça, c'est vraiment nécessaire. Oui, ça part pour les services privés, mais aussi les services publics. Ok. Parce que ce qui est bien avec les études des marchés, c'est que
on peut s'adapter à votre domaine. Donc, il suffit de nous dire ce que vous voulez et nous, on peut faire des recherches. Ok. Alors, les procédés est simple, en même temps compliqué aussi. Okay. Donc, simple à penser, ça veut dire que, voilà, on commence par réfléchir comment aborder les sujets les plus pertinents, à savoir, par exemple, nous, ici en RDC, il y a tellement des sujets à étudier. Tellement. On manque de statistiques sur tout et rien. Exactement. Je pense qu'on a un sérieux problème des données. Okay. On a un sérieux problème des données et des fois, on ne sait pas comment prendre des bonnes décisions parce qu'on n'a pas des vraies données. Alors, j'ai un cabinet qui s'appelle Kairo Polling. D'ailleurs, nous sommes en train d'essayer de régler un peu ce problème-là, ce problème des données. Nous sommes en train, en ce moment même, nous sommes sur une étude qui consiste à jauger la perception de coût de la vie ici à Kinshasa. D'accord. Et je sais que c'est une étude assez complexe. Ouais, tu m'as soumis à un questionnaire. Alors, dans ce sens, on avait besoin de répondre à plusieurs critères, mais tout de suite, on était incapable. Parce que moi, je trouve que c'était pertinent. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu rentres sur Internet, Google, j'ai posé la question à Stéphanie hier, est-ce que si tu veux avoir les statistiques d'une commune spécifique, on parle peut-être de Mongafula par exemple, est-ce que Google est capable de te donner les données? Non, je pense qu'on est dans un problème. Ça veut dire que le problème est on n'a pas de base de données. D'accord. Si aujourd'hui je vous demande, voilà, en fait, est-ce que faites-vous partie de la base de données ici à Kinshasa? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, si vous regardez bien dans d'autres pays, dans les pays développés, vous allez voir que ce sont les données qui sont en train, au fait, de conduire le monde. Oui. Okay? Parce que quand vous avez, je vais donner un exemple, quand vous avez vos données sur Facebook, WhatsApp, etc. Tout est lié, connecté. Les data centers sont sont aux États-Unis, en France, etc. Donc, automatiquement, vos données ne sont pas ici, mais sont aux États-Unis. Exact. Mais ici, vos propres données ne sont pas là. Ça veut dire que vous ne savez pas, voilà, quelle est, par exemple, la population de Mongafula, quelle est la population de Selemba. Alors, je pense qu'il y a l'Institut national de statistique ici. Ah, papa, Tommy s'est respecté, quoi. Bon, je pense que... non, on doit quand même respecter l'institution. Okay. Mais je pense qu'on est juste en manque de... de financement, de projet. Okay. C'est juste quelque chose où on doit mettre l'accent dessus. Et moi, je pense personnellement que il faudrait au moins être régulier dans les études. Ça veut dire que au moins chaque mois, publier des choses, publier de résultats. Moi, je donne un exemple. J'étais en train de lire hier le rapport de Labor Statistics. C'est un peu le bureau, je peux dire, c'est l'Institut national des statistiques aux États-Unis, qui a publié des statistiques. Maintenant, il y a juste au mois de janvier, il y a eu 130 000 emplois de plus aux États-Unis. Ce qui a été vraiment une prouesse. Alors, ça vous permet, vous avez des chiffres comme ça quand vous avez des études mensuelles. Régulières plutôt. Mais ici, on a un problème. On n'a pas, je pense que l'institution n'est pas assez financée. Et moi, personnellement, en fait, nous sommes venus aussi pour non seulement les services publics, mais aussi les services privés. Donc, on aide aussi les entreprises à voir clair avant de se lancer. Et même quand vous êtes déjà lancé, sans pourtant savoir voilà, comment est-ce que les choses se font, nous, on peut vous accompagner. D'accord. En fait, c'est ça ma prochaine question. Comment est-ce que vous procédez justement pour aller vers l'étude sur le terrain? Mais quand est-ce que vous savez qu'il y a un manque ou il y a déficit? Et comment vous procédez pour qu'il y ait justement une procédure allant en ce sens? Ok, bon, les manques réels. Déjà, vous pouvez anticiper voilà, qu'il y a des problèmes par-ci, par-là. Alors, si par exemple, vous travaillez avec un client, je donne un exemple, si vous travaillez avec un client, le client vient et vous dit, voilà, moi je fais des études dans ça. Et c'est à vous maintenant d'aller concevoir, par exemple, la première des choses, c'est concevoir l'étude. D'accord. Concevoir les questionnaires, qui est une partie vraiment qui nécessite beaucoup de travail. On conçoit les questionnaires et après concevoir les questionnaires. Mais avant cette étape, vous saviez qu'il y a déficit d'information dans un secteur donné? Oui, on sait qu'il y a déficit. En fait, quand on veut creuser, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part aussi. Exact. Donc, on veut quand même couvrir ce manque-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit l'étude. Après avoir conçu l'étude, on fait des tests de pilote. On appelle ça des pilotes. Ça veut dire que je peux vous prendre et je vous pose des questions pour savoir, voilà,
est-ce que vous comprenez mes questions? Ok, est-ce que, voilà, d'accord, elles sont faciles, etc. Et après ça, je pense qu'on va encore rentrer au client, on va encore faire peut-être une réunion, etc. Et après ça, je pense qu'on va maintenant envoyer, parce on ne fait pas que des études sur terrain, des études en ligne aussi. Oui, comme ce que vous avez envoyé. Il y a des études en ligne aussi, mais bon, en ligne, ça touche souvent une partie des gens, souvent les gens qui sont connectés. Alors, il y a aussi des gens, vous savez, moins de 10% de la population congolaise a accès à Internet, donc du coup... Là, c'est prouvé. Oui, c'est prouvé. Par votre organisation? Non, pas par mon organisation, mais par les organisations étrangères. Parce qu'on a des cabinets étrangers qui viennent aussi faire des études ici. Mais malgré que c'est difficile, hein, je dois avouer. Alors, il faut quand même aussi descendre sur terrain, et on descend sur terrain, mais il y a quand même beaucoup de difficultés quand vous descendez pour collecter les données. Parce qu'on a quand même des gens qui sont très réticents. Qui pensent ça, c'est vrai. Vous êtes des politiques, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Il y a aussi, des problèmes liés à l'accès. Ça veut dire qu'on a, par exemple, pour aller dans des endroits très, très, très reculés, donc c'est compliqué. C'est compliqué, il y a un manque d'infrastructures, etc. Alors après ça, quand on finit la récolte des données, on prend, on trie, on analyse et on aboutit à un rapport. Alors les rapports, c'est bien, mais c'est mieux quand le rapport est accompagné par des recommandations. Des recommandations? Oui, ça veut dire que c'est là maintenant qu'on fait un peu comme un peu de consulting. Ça veut dire qu'on va vous dire, voilà, on a vu tel problème, tel problème, tel problème. Voilà les solutions qui peuvent être adaptées à ces problèmes pour trouver des solutions. Ah, d'accord, vous faites aussi un accompagnement avec. Exactement. Alors, où en êtes-vous depuis que vous avez commencé aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que dans les secteurs où vous avez effectué des études, il y a des résultats palpables, intégrés d'ailleurs, éprouvés? Aujourd'hui, on peut taper sur Internet, de par votre organisme, on peut trouver des résultats de recherche. Oui, d'abord, on a un site Internet, www.kairopolling.com. Kairo, avec K au début? Oui, c'est un mot japonais. Ok, ouais. Donc, oui, donc c'est là-bas où on trouve de... Kairo. www.kairopolling. Ah, ok. Polling. Tu peux épeler? Kairo que Non, Polling. Ah, ok. P-O-L-L-I-N-G. Ah, d'accord. Ouais, polling. Poll, c'est un peu le sondage en anglais. Donc, oui, on a fait des études. On a plus travaillé avec des particuliers jusque-là. Les services publics, c'est la première fois, on a juste une étude en ce moment que j'ai dit, c'est en cours. Mais on est aussi dans des pourparlers avec l'un des ministères ici, où on va quand même, bon, je ne vais pas dévoiler. Oui, mais est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que ça va accès facile, surtout à des ministères qui ont besoin, bien évidemment, de ces statistiques? L'accès est compliqué, je vais dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la culture des données. On n'a pas la culture des données. Donc, quand vous allez et que vous approchez un ministère ou un ministre, et vous lui dites, voilà, il faut ça. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Ouais. Bon, je ne vais pas quand même dire que les ministres ne comprennent absolument rien. Non. Mais des fois, ils ne comprennent pas vraiment l'importance parce qu'ils sont souvent basés par l'intuition, par l'expérience. Voilà. Ils ne savent pas vraiment comment prendre des décisions basées sur des données. Or, en ce moment, comme j'avais dit auparavant, les décisions du monde aujourd'hui sont basées sur des données. Ça, c'est vrai. Les gens, voilà, ça vous épargne des pertes. Je donne un exemple. Si vous ne faites pas d'études et que vous voulez, par exemple, une étude vous coûte $20 000. Je donne un exemple. Une étude vous coûte $20 000. Mais qu'après une étude, vous devez investir $150 000. Et si vous ne faites pas d'études, vous investissez vos $150 000, mais vous perdez de l'argent. Pourtant, si vous faites une étude à $20 000, ça vous épargne un peu cette perte-là. Pour dire que c'est bien d'avoir des préventions, de connaître le marché sur lequel on veut se lancer, exactement. Et vraiment, je vais dire, c'est très difficile maintenant d'approcher. Et il y a un seul ministre qui nous a compris jusque-là. Je ne vais pas citer le nom jusque-là, mais il y a un ministre qui nous a compris. Et j'ai aimé quand même sa manière de percevoir ça. Il a vraiment compris. Et nous sommes en train de voir comment travailler ensemble dans les 3 prochains mois. Ça sera une étude qui va couvrir toute l'étendue nationale.
Et d'où tirez-vous les financements, par exemple? Parce que ça, c'est un projet, si vous n'êtes pas accompagné par l'État, forcément, parce que là, vous faites des études qui vont profiter, bien évidemment, à l'État. Parce que si on avait eu des prévisions au préalable, on aurait su que Kinshasa ne pouvait pas contenir tout ce nombre actuellement et qu'on ne pouvait pas avoir autant de populations dans un secteur donné et ainsi de suite. Comme ça, on aurait pu éjecter les autres personnes dans les provinces pour équilibrer les choses. Parce que si je me rappelle bien, Kinshasa a été construit pour une limite de la population. Parce qu'auparavant, il y avait des études faites par des colons. Actuellement, on vit, comme tu viens de le dire, par intuition. Et vous, si déjà vous n'êtes pas accompagné par l'État, d'où tirez-vous les financements? Parce que je sais que les études, ça coûte très cher. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Bon, premièrement, on part sur l'autofinancement d'abord. Ce qui est difficile. Voilà, on est vraiment en quête de moyens. Ça serait très intéressant si les gouvernements vraiment accompagnent ces genres d'études. Ça va d'ailleurs alléger un peu le gouvernement. Clairement, en fait. À prendre des bonnes décisions. Moi, je dirais plutôt à prendre des bonnes décisions. Et voilà, on n'a pas de fonds. Des fois, quand on a des clients qui viennent, ce sont les clients qui financent les études. Oui, là, on est sur du business. Oui. Pour dire pour les études un peu nationales et tout ça, ouais, je dirais que voilà, on manque de financement. C'est difficile. Si vous voulez, par exemple, prendre des données, récolter des données à Idiofa en ce moment. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il faut envoyer une équipe. Ou peut-être que s'il y a une équipe là-bas. Oui, en fait, pour accompagner cette question, par exemple, tu vas te donner un exemple de Facebook qui n'a pas besoin de quitter les États-Unis pour faire des statistiques ici. Est-ce que vous travaillez en connivence avec les informaticiens pour créer des bases de données qui seront bien évidemment mises à la disposition des personnes, des instances habilitées pour éviter justement les déplacements? Est-ce que de fil en aiguille, on ne peut pas avoir des ponts qui nous allègent les déplacements? Oui, c'est ça en fait l'objectif, c'est ça l'idée dans le futur, c'est quoi? C'est que de rendre accessibles les données. Ça veut dire que, voilà, non seulement faire... Non, pas rendre accessibles les données, mais recueillir les données sans pour autant se déplacer. En fait, c'est là où se trouve ma question. Puisque actuellement, tout est connecté sur notre téléphone. Avant que tu aies Facebook, tu dois connecter à ton adresse email. Tous tes réseaux sociaux sont connectés à cela. Et on sait que telle personne s'est connectée à telle heure, à tel endroit. Géolocalisation, ils ont copié ça, signe tout de suite. Tu vois cette magie derrière. Est-ce qu'on ne peut pas créer un système autour pour éviter peut-être les déplacements actuellement et surtout dans les espaces de guerre, par exemple, avoir des signaux? Est-ce que les assaillants ont... Tu vois ce genre de trucs? Oui, je comprends. Je ne suis pas tellement informaticien, mais je vais quand même dire que oui, on travaille avec des informaticiens, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas travailler. Vous avez, quand on traite les données, quand on fait des statistiques, voilà, ça nécessite l'informatique. Exact. Mais comme j'ai dit, il y a une vision qui dit que voilà, pour l'instant, ce que vous avez dit n'est pas encore dispo ici. D'accord. Alors, tout ce que vous avez cité, Facebook, comme j'ai dit avant, les data centers ne sont pas chez nous. D'accord. Alors, je pense qu'on a un data center ici. Je pense à vers Sosimat, quelque chose comme ça, à Silicon Village. On a un data center, mais je ne sais pas vraiment les données exact. Voilà, exactement. Mais je vais dire que l'objectif, c'est que d'avoir des data centers comme ça un peu partout en République démocratique du Congo pour permettre quand même, comme vous avez dit, aux gens de ne pas avoir à se déplacer, où se trouve votre laboratoire? Les labos. Oui, bien sûr. Il doit avoir un labo, il doit avoir une équipe derrière. D'accord, voilà, nous sommes juste sur ex-24 novembre, maintenant c'est l'avenue Libération. On est en face de l'école Boussembo, juste en face. Quand vous finissez le saut de mouton à Sanef, vous descendez. Juste en face de Boussembo, il y a l'immeuble là-bas, juste peint en rouge comme ça, et vous allez à l'étage. Nous sommes là, nos bureaux sont ouverts pour vous. Donc, normalement, à ce que je sache, pour les grandes puissances, les équipes qui accompagnent les chefs de l'État, c'est la cybercriminalité, la cybersécurité, comme votre instance et tout. Mais on a l'impression que vous êtes plutôt détaché du gouvernement. Alors que normalement, c'est vous qui devrez être aux côtés parce que c'est vous qui donnez un petit peu les directives, comment faire pour Idiofa, comment faire pour l'Est, on doit diminuer la population ici pour les éjecter là-bas, ainsi de suite. Combien de personnes sont dans la prison Makala actuellement, ils ont surpassé. Donc,
les données exactes, mais on vous sent plutôt détaché du gouvernement. Oui, on est détaché. Déjà que, comme j'ai dit, il y a un problème de chiffres, donc on est détaché. On se sent totalement détaché. En fait, il faut savoir que c'est pas seulement la RDC, hein, on va pas seulement se dire voilà la RDC. Je peux dire l'Afrique noire. Bon, je peux mettre de côté un peu l'Afrique du Sud parce qu'ils sont un peu plus avancés sur ça. Ils sont très avancés en termes d'études. Je vais dire que les pays africains, au départ, ils prennent pas vraiment des décisions sur des données. Voilà, ils comprennent pas que sans ces gens, nous, on peut pas bien avancer. D'accord. En fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut maintenant inculquer cette culture-là des données dans nos institutions, dans le gouvernement, par exemple. Parce que maintenant, là, si vous voulez résoudre un problème, comment vous allez résoudre ce problème-là si vous ne le connaissez pas? Exact. Et moi, je pense que, comme vous avez dit, on devrait normalement être dans les sièges. Les attachés, en fait. Ouais, du président. Et d'ailleurs, je fais appel aussi à toutes ces institutions-là publiques qui veulent quand même cet accompagnement-là en termes de statistiques et études des marchés et aussi des sondages d'opinion. Donc voilà, on est disposé pour faire ça. Et malheureusement, on n'a pas encore la culture. Je pense que la culture va venir avec le temps. Et il faut aussi un peu, comment je peux dire, ça part de même avec ce manque de technologie qui nous accompagne aussi parce que comme on a un problème technologique ici, je pense qu'on ne peut pas évoluer parce que les données aujourd'hui sont utilisées différemment. Ouais. Je peux peut-être avoir des données je récolte des données pour un quartier juste en faisant des études, mais ces données-là peuvent être aussi utilisées, je ne sais pas, par exemple pour quantifier, savoir combien de... Voilà, peut-être moi au départ... Même sur base de la qualité aussi. Oui, bien sûr. Surtout quand on fait des sondages ou quand on fait des études, en gros, il y a aussi ce côté qualitatif qui est très important. Voilà pourquoi nous, on fait recours aussi à l'intelligence artificielle, à l'IA appliquée. Ça veut dire que, voilà, quand on dit l'IA appliquée, c'est l'IA dans un domaine. C'est pas juste des gadgets, etc. C'est l'IA dans un domaine. On a fait appel à l'IA principalement, c'est pour essayer d'analyser de gros groupes de données. Par exemple, si vous avez 10 000 réponses qualitatives à analyser, donc à l'œil nu comme ça, c'est un peu compliqué. Donc l'IA nous aide un peu à faire ça en un rien de temps. Quelles données ont déjà été mises à la disposition de la population et dans quel secteur? Pour vous parler de notre cabinet. Oui. Nous, par exemple, là, nous sommes, comme j'ai dit, par rapport au secteur public, je pense que les premières données seront mises, je pense, dans 2 ou 3 semaines à disposition. On a pu travailler avec des particuliers. Et ces particuliers-là, souvent, ils ne veulent pas que leur rapport soit publié sur des réseaux ou sur Internet parce qu'ils veulent un peu que ça soit privé. Mais on a quand même quelques petites insights qu'on met, juste donner des idées et leur permettre aussi, voilà. Donc, s'il y a une recherche en cours, ça serait dans quel secteur, par exemple? En ce moment, oui. Nous sommes en train de juger la perception du coût de la vie à Kinshasa. D'accord. Comment vous jugez, comment vous vivez? Est-ce que le quinoa est capable, voilà, les prix d'achat, tout ça. La classe moyenne, la classe basse, les riches. Il n'existe pas de classe moyenne à Kinshasa. Donc, voilà, soit on est très pauvre, soit on est riche. Soit on est très riche, oui, c'est ça Kinshasa. Mais on est en train de voir comment les Quinois, en ce moment, perçoivent quand même le coût de la vie à Kinshasa. Est-ce qu'ils sont capables de vivre? Ils vivent avec combien par jour? Tout ça. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Parce que parmi les bases, c'est aussi toujours vivre et être et vivre aussi la satisfaction. Exactement. Et il faut toujours jauger de manière régulière la satisfaction. La satisfaction, c'est pas toujours de la clientèle dans des entreprises. Oui, il faut aussi jauger la satisfaction des services publics. Exact. Ça veut dire que voilà, s'il y a par exemple des réformes qui se sont installées, on doit aussi faire des études pour savoir est-ce que ces gens-là perçoivent bien, est-ce qu'ils sont satisfaits de la manière dont... Par exemple, je vois comment on est en train de construire quand même certaines routes ici à Kinshasa. Maintenant, par exemple, juste vous donner un exemple, on pose des questions aux gens, comment vous voyez ces routes, comment vous apercevez ces routes, est-ce que ça vous aide, est-ce que ça vous pénalise, est-ce que ces routes-là sont assez grandes, est-ce que selon vous ça va durer ou pas? Et voilà, quand on fait ça, on a
toujours des feedbacks et souvent des interviews partent. Carrément. Ouais. Je te retiens avec nous parce que je ne quitte pas. On va prendre la prochaine étape de cette tranche matinale, mesdames, messieurs. Cette fois-là, nous allons essayer de lire le courrier du cœur, ce que vous nous avez envoyé. Avec Stéphanie Pagna, ça sera tout de suite dans Courrier du cœur. Alors, Stéphanie, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, déjà, il y a eu des réactions par rapport au courrier de la fois passée. Donc, j'espère que la régie est prête pour nous envoyer quelques réactions, en fait. Mais avant ça, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'a été, l'histoire de la fois passée, peut-être pour les personnes qui nous prennent en cours. Donc, la fois passée, on a parlé de l'histoire d'une Chisa. C'était une Chisa qui a essayé d'entrer dans la vie privée de l'homme avec qui elle était, qui était mariée. Elle a fait copine avec la titulaire. C'est en fréquentant lors du voyage du mari la titulaire qu'elle s'est rendue compte que la dame n'était pas tout ce que le monsieur lui disait. Donc, ce que le monsieur faisait, c'était la dénigrer, dire qu'ils étaient restés ensemble pour les enfants, il n'y avait plus d'amour et tout. Alors, elle, comme elle voulait à tout prix avoir cette place-là et qu'elle n'avait pas de... Le seul moyen de recueillir toutes les informations, c'était de s'approcher. Elle s'est fait copine avec la dame et elle a commencé à l'inviter chez elle. C'est là qu'elle a découvert au fait que la dame, la titulaire, c'était une personne en or, quoi. Et que le monsieur lui trompait carrément. Alors, elle a, par la suite, mis terme à leur relation et Dieu lui a fait grâce juste après pour... trouver un homme à elle seule et tout, et elle a continué. Donc, directement, on va nous balancer l'une des réactions qu'on va lire. Voilà. La femme de la maison, c'est la vraie femme. Elle consent beaucoup de sacrifices. C'est pour cela qu'elle mérite beaucoup de respect. Je crois la prochaine réaction dit... incroyable, ma belle, sois comblée. Si toutes les chisas des maris peuvent faire les recherches comme toi, beaucoup de couples seront sauvés. Merci encore. Tu vois qu'il y a des gens qui sont quand même reconnaissants et qui saluent cet acte. Moi, je pense que être chisa ou pas, c'est une question de conscience. Exact. La prochaine, j'ai compris, moi, homme, ça c'est un homme d'ailleurs qui a commenté, j'ai compris, moi, homme, que j'ai une très belle femme et que je dois toujours prendre soin d'elle pour ne pas regarder celles qui sont belles dehors. Prenons soin de nos femmes. Je ne sais pas s'il y a encore une autre réaction. Je pense que, voilà, belle leçon de vie. On ne refuse pas qu'un homme puisse vouloir épouser une seconde femme, mais ce dernier n'a pas le droit de déranger la première épouse après auprès de cette autre femme. Alors aujourd'hui, je viens avec un courrier qui n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. D'accord. Parce qu'on est resté sur l'ordre d'idées du courrier de la fois passée, mais donc, avec une suite logique. Avec une suite logique, voilà. Alors je vais directement lire, mais on va garder l'anonymat comme on a l'habitude de faire. Et c'est aussi une femme qui parle, elle dit « Je ne pensais pas qu'un jour je partirais de chez moi sans prévenir mon mari. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait. » Waouh. Alors, pour l'histoire, tout a commencé quand ma belle-mère m'a demandé de cuisiner pour une grande réunion de famille. Une 50aine de personnes, je lui ai proposé de prendre un service traiteur. J'ai même dit que je pouvais payer. Elle a refusé. Wow. Elle voulait que ce soit moi-même qui fasse tout. Mon mari a pris son parti. Il m'a dit que je devais le faire occasion de montrer que j'étais une bonne épouse. Elle m'a ensuite envoyé une liste des courses énorme et m'a expliqué que je devais commencer très tôt le matin pour que tout soit prêt à midi. J'avais vraiment l'impression d'être soumise à un test. Je me suis sentie mal, vraiment mal, pas stressée, mais humiliée, comme si ma valeur dépendait de la capacité à me fatiguer pour eux. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Au petit matin, pendant qu'ils dormaient encore, j'ai pris une valise et je suis partie de chez ma mère, de chez ma belle-mère, sans message, sans dispute, juste fatiguée de devoir toujours
prouver que je mérite ma place. Cuisiner seule pour 50 personnes, ce n'était pas rendre service, c'était m'oublier encore une fois. Ils sont arrivés devant une cuisine vide. Depuis, ma belle-mère m'appelle sans arrêt, mon mari aussi. Je ne réponds pas à leur appel et le comble est que je ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'à force de vouloir être une bonne épouse, j'avais oublié d'être une personne. Ils m'ont toujours montré un visage de profit et de peur de déprimer. J'ai commencé à me demander jusqu'où fallait-il aller pour être accepté dans une famille. Stéphanie, je voudrais poser cette question à notre invité de ce jour en tant qu'homme, parce que peut-être que là, dans cette histoire, l'homme a accompagné l'idée de sa mère, comme quoi son épouse devait cuisiner pour 50 personnes seule, alors qu'il y avait des femmes et des sœurs et ses mères là qui peuvent peut-être l'accompagner. Némi Mazama, je voudrais vraiment que tu me répondes sincèrement à cette question. Doit-on associer la qualité d'une femme à sa capacité de souffrir dans un foyer? Non, pas du tout. Dans ce genre de situation, quelle lecture fais-tu en tant qu'homme, en tant que belle-mère et en tant qu'épouse? En tant qu'homme d'abord. D'accord. Moi, je pense que quand on est homme, la première des choses... Bon, je ne suis pas marié. Oui, mais tu vises quand même à le devenir. Moi, je pense qu'il y a aussi une part de l'homme, ça veut dire qu'il faut protéger sa femme. Moi, je ne peux pas moi, ma femme aller cuisiner pour 50 personnes pour prouver que voilà, sa capacité. Moi, Merci. Je peux pas faire ça. Tu fais d'abord le marché pour 10 personnes qui viennent à la maison, mais... Là, c'est quasi les malais, en fait. Là, c'est du business carrément. Donc, déjà, moi, je protège ma femme. Je la laisse pas faire ça. Oui, mais tu ne tournes pas sur ta mère devant ta femme. Non, je ne le fais pas. Pas non plus. Je ne le fais pas. Je trouverai un moyen assez intelligent pour essayer un peu de protéger ma femme. Pourquoi pas, je ne sais pas. Moi, perso, j'envoyerais ma femme peut-être faire 2 jours ailleurs. Et en tant que belle-mère. En tant que belle-mère, un petit conseil aux belles-mères. Merci. Merci. Je n'ai pas encore entendu le conseil, mais merci. Les belles-mères, ne pensez pas que vos fils... voilà, ce sont vos fils, mais ils ne seront pas à votre charge pour toute la vie. Donc voilà, il y aura un moment de séparation. Il faut assurer, il faut juste assumer cette séparation-là. Ça arrive, il faut laisser le contrôle. C'est comme si tu conduisais une voiture et il fallait laisser quand même les volants à quelqu'un d'autre. Donc il faut laisser ça. Je pense que mentalement, psychologiquement, ça fait mal. Par exemple, parce que nous en Afrique, tout ce qui est psychologique, on s'en fout. Ouais. C'est vrai en plus. Oui, mais je sais que... la femme s'est dit déjà que voilà, ça commence mal. Et la suite, elle est catastrophique. Ouais, et les belles-sœurs aussi, vos belles-sœurs, ça veut dire les femmes ou les fiancées de vos frères ne sont pas vos bandas. Donc, un peu on l'a chanté. Et en tant qu'épouse, est-ce qu'elle a bien réagi de partir? De partir... C'est légitime son départ. Elle a tout laissé en plan, elle a laissé la belle famille, elle a laissé le mari, elle est partie chez sa mère. Ah, elle est partie chez sa mère. Bon, là, c'est son avis, mais moi, je dirais qu'il y a toujours quelque chose à faire. Bon, d'ailleurs, j'ai dit que moi, je pouvais l'envoyer quelque part. Non? Bon, c'est une occasion. Carrément. Alors, Stéphanie. Bon, il a dit, tu sais, mais moi, je pense que on est dans une guerre, il y a une certaine guerre là qui n'a pas de place au fait. Bizarrement. Certaines belles-mères, pas toutes, certaines belles-mères exagèrent carrément. Stéphanie, attends, je t'interromps. Déjà, quand tu parles de certaines belles-mères, alors que tu ne te rends pas compte que tu es belle-mère, mais comment tu réagirais si tu trouves Ziad en train de faire la vaisselle? Non, je réagirais comme ma mère réagit quand c'est le cas. On ne donne que ce qu'on a reçu. Je me tue à dire ici, on ne donne que ce qu'on a reçu. Tu ferais quoi? Moi, j'ai vu mon père aider ma mère. D'accord. J'ai vu mon père prendre parti pour ma mère. Super, attaque les belles-mères. Donc, déjà, moi, je conçois mal quand ma belle-mère m'accuse pour quelque chose qui peut être normal à notre époque. Nous, on est des jeunes. C'est normal que tu arrives, tu trouves mon mari en train de me faire les spaghettis aux œufs. C'est normal. Si nous, on est dans le mood de venir faire plaisir à sa chérie et que vous n'avez pas eu le mood, condamnez la génération, ne nous condamnez pas, nous, les belles filles, nous, les femmes de vos enfants. Okay. Non. Si moi, aujourd'hui, je suis exigeante sur
Quoi. C'est peut-être parce que avec l'intellectualisme d'aujourd'hui, la technologie, peut-être, c'est ce que ça exige. Mais si vous, à votre époque, c'était oui, madame, à tout ce que monsieur dit, parce que monsieur est la seule personne qui doit ramener de l'argent à la maison. Ouais. Ne nous blâmez pas, nous, les femmes. On n'est pas en train de tirer vos enfants comme des chèvres, non. On vit avec vos enfants. Alors moi, je pense que c'est toutes ces guerres qui sont dues peut-être à la circonstance actuelle qui fait que les belles-mères nous soumettent à des tests. Si j'échoue à une sorte de guerre froide. Si j'échoue au test auquel toi tu me soumets, est-ce que j'échoue forcément au rôle d'épouse que je suis pour ton fils? C'est le cas avec la dame. Elle s'est préparée. Ton fils, il n'est pas affamé, il n'est jamais affamé. Mais si lui demander de préparer pour 50 personnes, c'est comme la dénuder devant 50 personnes. Parce que si vous avez l'habitude de manger chez elle, vous savez peut-être qu'elle ne met pas suffisamment de sel. C'est un nombre restreint. Mais 50 personnes, imagine un peu, Au fait, elles n'ont seulement pas le temps de se mettre à la place des autres ou de mettre leur propre fille à la place des épouses de leur fils. Tu vois? Parce que je suppose que ça lui ferait mal que ce soit sa fille qui soit soumise à un test comme ça et puis qu'elle vienne le lui dire. Ouais. Mais elle ne tient pas compte du fait que ce soit la fille d'une autre. Tu vois? Ça aussi, mais je suis aussi désolée de voir que par moments, nos maris, entre guillemets, ils se prêtent au jeu de leur mère. Parlant de maris qui se prêtent au jeu de leur mère, Stéphanie, tu fais grandir ton fils avec une affinité énorme. Entre toi et ton fils, il n'y a pas de barrière. Et finalement, il y a quelqu'un qui rentre dans sa vie et tu te rends compte que finalement, il venait sur te jambe, mais il vient plus sur te jambe, il te faisait des bisous, mais n'en fait plus. Il te disait tout le temps, je t'aime, il t'appelait, mais il t'appelle plus. En tant que mère, ça pourrait t'interpeller, c'est vrai. Tu chercheras à comprendre ce qui s'est passé et finalement, tu te rends compte que ton fils a quelqu'un dans sa vie vers qui il se pose, il se déverse, il se confie plus chez toi, il se confie plutôt chez lui. Mais comment tu vis cette situation? Ou soit tu penses que c'est légitime que ces mères réagissent de cette façon parce qu'il y avait quand même eu une affinité qui naissait. Tu sais, par moments, je suis jalouse de la belle-mère d'une de mes nièces, de la future belle-mère d'une de mes nièces. Pourquoi? Parce que, au fait, je suis jalouse et j'ai à la fois peur. Explique-toi. Sa belle-mère la considère comme son fils, quoi. Okay. C'est la même affinité qu'elle a avec son fils qu'elle a transmis chez sa belle-fille. D'accord. Mais c'est quelque chose que moi, je n'ai pas reçu. De voir que ma belle-mère, la manière dont elle chouchoute son fils, c'est de la manière qu'elle me chouchoute. Elle peut m'aimer, mais elle ne me prend pas au même degré que son fils. Tu sais, les enfants, nos garçons, quand on les élève, c'est vrai qu'un garçon, il est attachant. Tu comprends ça quand tu as un fils. Il est très attachant. Tu t'attaches à lui. Mais du moment où il décide, lui, de se détacher, parce que ce n'est pas les mamans qui envoient les fils d'aller s'épouser, c'est le fils qui décide d'aller épouser une femme. Alors, quand il décide d'aller, la maman doit... Ce n'est pas une séparation, on ne se sépare jamais de ses parents, que ce soit mais fille les ou garçon. habitudes changent, Steph. Ça change parce qu'il a pris son chemin. Et toi, tu le cautionnes comme ça aussi facilement? Non, mais ça change parce qu'il a pris, ça ne veut pas dire que tu n'es plus son fils. On est toujours regardant, que tu sois sœur mais on dit ou que mère. Les filles restent, mais les fils partent. Non, c'est les fils qui restent, les filles partent. Parce que toi, la fille, quand tu pars, tu appartiens à l'autre famille, tu n'es plus de ta famille. Oui, mais le fils, il est là. Tu préférerais que tes enfants restent dans ta famille que dans ta belle famille, on est d'accord? Que mes filles restent dans leur belle famille. Comment je dis ça déjà? Tu préférerais mais laisser tes enfants actuellement, genre tu sors, tu laisses tes enfants dans ta famille ou dans ta belle famille? Dans ta famille, n'est-ce pas? Ça dépend, non? Steph, tu peux être franche, dire que la proximité entre tes enfants et ta famille est bien plus scellée que celle entre tes enfants et ta belle famille. Je serai vraiment franche. D'accord. De nos jours, avec la croissance en religion, on ne laisse pas les enfants n'importe où. Je parle de ta famille, Stéphanie. Oui, que n'importe où, ça peut être aussi ma famille. Ah ouais? Je peux appeler ma famille n'importe où. Okay. Parce que pour que je laisse mes enfants dans ma famille, il faut que je sois sûre que dans ma famille, je suis en paix et je suis bien avec tout le monde. Le monde d'aujourd'hui nous ouvre les yeux vers autre chose. Si dans ma famille, j'ai quelqu'un qui ne m'aime pas, par exemple, qui serait prêt à me faire du mal, je ne vais pas emmener mes enfants parce que ce mal-là peut entrer par n'importe où. Là, déjà, on est en train de sortir du sujet. On va y revenir tout de suite. Némi Mazama,
ta relation avec ta mère, est-ce que ça ferait défi face à ta future épouse? Bon, je vais commencer par dire que j'ai une relation assez particulière avec ma mère. C'est toujours comme ça entre les mères et leurs fils. Hein? Oui, je suis très attaché parce que je suis d'ailleurs le seul fils à ma mère. Ok. Parce que j'ai que 2 sœurs. Raison de plus. Oui, je sais que déjà, des fois, elle m'envoie des signaux pour dire que un jour, si tu pars, est-ce que tu vas commencer à venir me voir et tout ça. Donc, déjà, je comprends qu'elle pense à ça. Et elle, ça va l'affecter, je sais. Moi aussi, mais je sais que ça fait partie de la vie. Au final, on doit accepter les changements. On doit accepter qu'il y ait de... Oui, mais pour une mère, c'est toujours pas... Ouais, c'est difficile. C'est toujours pas mais c'est la même mère qui prie que toi, ton fils, que tu partes, que tu t'es marié, exact. que tu fasses des En fait, c'est controverse. Ouais. Oui. En parlant de ça, j'ai suivi un film où une mère incitait son fils à aller épouser une femme. Bala ozo balate, bala ozo balate. Ok, mon bal a vu une femme. Et la femme était vraiment, excusez-moi, je ne veux pas dire encombrante dans la vie de l'homme, mais elle était très présente dans la vie de l'homme, que le garçon ne trouvait plus de temps pour accorder à sa mère. Et sa mère commençait à dire, bah, c'est moi qui t'ai envoyé te marier, finalement tu me tournes le dos, finalement tu rentres et tu chasses cette fille. Bon, moi, étant mère, je comprends peut-être ce sentiment, bien que je ne ferais pas la même chose, mais je voudrais en fait que vous fassiez une lecture assez franche. Face, toi, au centre, guéguerre entre ta mère et ton épouse. Tu gères comment? Parce que les hommes sont généralement butés dans ce genre de situation. Ouais. Moi, je ne peux pas dire cette expérience-là puisque mon mari est proche de sa mère, mais malheureusement, sa mère est morte. Okay. Donc, je ne saurais pas dire ça exactement parce que quand je suis devenue son épouse, sa maman n'était plus là. Okay. Donc, je n'ai pas d'expérience dans ce secteur, dans ce domaine-là. Où tu es butée... heureuse. Heureuse. Où tu es butée entre les caprices d'une mère et de ta femme. Tu réagis comment? Déjà, il faut savoir que toute femme est capricieuse. Donc, femme n'a qualité à mère, n'a femme n'a qualité à épouse. Oui. C'est pas, voilà. Ouais, donc déjà, toute femme est capricieuse. Et je dois dire étant homme plutôt, tu dois savoir comment juste équilibrer. Comment? Et c'est difficile. Plusieurs hommes n'arrivent pas en fait. Ouais, je pense que... À reconnaître que maman a tort, mais moyens, ça remet. À reconnaître que moi, c'est a tort, mais moyens. Moi, la maman était devant moi, voilà. Ça se fait pas. Mais quand on a gagné, on a mbata peleki, pas belle fille. Yo ce qu'on a en 4x4, non, déjà, ce qui me battait les filles, donc déjà, moi... Ma belle cotite. Ouais, ma belle cotite. Ouais, donc déjà, j'éloigne ma femme. Ok. Ouais, j'éloigne ma femme. Merci, go, à se sentir lésé. Donc, on se côté là, moi, c'est non, j'éloigne ma femme, mais je dis rien. Non, mais tu vois, en fait, non, tu es face au fait pour te faire comprendre que c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Oui, mais c'est pas simple. Tu as 2 personnes sûrement que tu aimes le plus au monde. Voilà. Ok, en ce moment-là, tu as 2 personnes sûrement que tu aimes le plus au monde. Donc, du coup, on te dit de faire un choix indirectement. Donc, et tu sais toi-même que tu peux pas faire un choix. Impossible. Tu fais quoi? Oui, tu gères étant homme. Ouais, tu gères. Ouais, super. Alors, Stéphanie, toi, face à ce genre de situation en tant qu'épouse, si tu étais à la place de cette femme, tu partirais aussi ou tu agirais autrement? Bon, je ne sais pas. Je te jure. J'aurais bien voulu te dire que peut-être que je partirais, peut-être pas. Pas? J'aime bien relever les défis, tu vois. J'aime relever les défis. Je pourrais rester pour vous montrer de quoi je suis capable, mais je pourrais aussi rester et saler toute la nourriture. Ok. Je n'aurais rien à perdre dans ce cas-là, ça dépend. Mais moi, mon entourage, on est plutôt... On a plutôt une réaction narcissique ici d'une personne qui nous suit de l'autre côté. Non, mais je suis choquée. Franchement, je suis très choquée. Elle dit... En tant que mère de 2 petits garçons d'ici 5 ans, elle n'en a pas encore, mais elle sait qu'on en va avoir d'ici 5 ans, son fils a parfaitement le droit de quitter sa femme pour rester avec elle. Non, mais je suis choquée. Avec qui? Avec la mère. Non, elle a dit qu'elle a changé ses couches, donc elle passe en premier. Waouh! Non, mais je te souhaite une belle mère comme ça. Hein? Non, mais franchement, et tu sais c'est qui? Samuela. Bien Samuela. Wow. Je te dirai quoi? Non, mais imagine que tu avais une belle mère comme ça qui te dit, ton mari dit tout de suite, bah, je choisis ma mère à ta place. C'est chaud. Non, mais moi, je pleure. Je te jure, j'en fais de nuit blanche. Non, mais je le souhaite à personne. En tout cas, en fait, cette guerre-là, ça ne va jamais se terminer. Donc, elle doit finir. Ouais, donc c'est quand même compliqué. Alors, Stéphanie, ton mot de fin par rapport à ce sujet?
Par rapport à ça... En tout cas, un appel à toutes les parties prenantes, à l'homme, dans ce genre de situation, à la femme et à la mère. Alors, souvent, les beaux-pères ne sont toujours pas de la partie. Hein? Généralement, les beaux-pères ne sont pas de la partie. Les hommes n'ont pas de problème. Parce que, non, regarde, ils condamnent en silence. Ouais. Bon, ils condamnent en silence. Il faut bien voir les fratries. Là où il y a plusieurs frères, il y a moins de querelles. Oui. Ça. Mais les femmes, des fois, moi, il y a une femme et sœur, elles se sont disputées pour une aiguille. Maquillage. Non, pour une aiguille qui coûte 200 francs. Donc, c'est ça. Ok. Alors, moi, je pense que on ne devrait pas être là à se disputer, à chercher à prouver, à se mettre devant des épreuves pour un truc qui devait nous unir. Moi, je pense que la fierté va au bénéfice de tous. Si pour la belle-mère, c'est la belle-fille qui prépare, de toutes les façons, les fleurs lui reviendront. Ok. On dira que, en tout cas, la femme de ton fils, il s'est préparé. Toi, tu as... Ouais. Ok. Tu vois? Par moment, même la personne qui a préparé n'est pas mise de l'avant parce que ce ne sont pas ses invités. D'accord. Alors, il n'y a pas lieu de créer comme ça des occasions pour chercher à ridiculiser ou l'autre. Moi, j'ai appris, l'expérience m'a appris que quand on te met devant une épreuve par moment, ça ne sert à rien de fuir. Passe cette épreuve. Tu apprends. Ok. Tu ne souffres pas, tu apprends. C'est toi qui es mis de l'avant. C'est toi qui es sur scène, tu apprends. Et là, c'est en qualité de belle fille. D'accord. Les perdants, ce sont ces personnes qui pouvaient aider pour apprendre à leur tour, mais qui contribuent à ce soi-disant test. D'accord. En parlant de belle-mère, tu peux aussi en même temps parler de belle-fille aussi. Genre les sœurs du mari envers la femme. Ben, c'est ce que je dis. Vous êtes là, vous voyez ce que votre maman fait. Elle aussi en connivence. Ben, c'est ça. Le karma, il existe. Ben oui. Ok, et en tant qu'époux? En tant qu'époux, c'est ce que je dis. Moi, personnellement, je suis une personne qui aime relever les défis. Je vais rester. En tant qu'époux? En tant qu'époux, bon, attends. Si j'étais un homme, je ne vais pas faire comme Monsieur Némi. Moi, si j'étais un homme, je pense, de par le caractère que j'ai, je pourrais commencer à remettre chacun à sa place. D'accord. Mais je le ferai avec amour. Je pourrais dire, je le fais, hein, je te jure que je le fais. Je pourrais dire à maman que, là, arrête maman ce que tu cherches à faire, pardon. Parce que moi, ça va me créer des problèmes. Je suis moi en paix quand vous êtes en paix. Donc, ce que tu fais là, pardon, tika kaka. Si c'est comme ça, nga kasina lamba. Et c'est que elle ne va pas le permettre. Non, mais parce qu'il faut qu'elle comprenne que entre l'homme et la femme, c'est une seule personne. Voilà. Alors, Némi, si tu peux dire... conclure, bien évidemment, en te départageant en tant qu'épouse, en tant que belle-mère ou belle-fille, et en tant qu'homme, mari. Non, d'abord, en tant qu'homme, je vais d'abord dire que... Non, moi, je n'ai pas dit que je vais laisser comme ça. Juste, tout ce que j'ai dit, c'était que... Écarter, non, moi, c'est à Kiena, non? Je vais écarter ma femme et ma mère. Mais en tout cas, chez ma femme, je dresse les limites. Je dis, voilà, c'est ma mère. Ça, c'est la limite. Ok. Tu franchis pas. Et je dis à ma mère, c'est ma femme. Ce sont des limites aussi. Voilà. Tu ne dois pas franchir. Exact. Mais je les fais séparément. Voilà. Ah ouais, parce que je ne veux pas... mais il ne faudrait pas créer une tension. On est face aux faits. À la veille de la manifestation, les invités doivent venir. Mais moi, ça boye au lamba. Mère parle bien, au lamba thé. Service traiteur pété. Les sœurs. Je pense que je veux quand même allumer les feux, moi. Ça, c'était la bonne. Dans ce cas-là. Ça, c'était la bonne. Alors, ce qui met fin justement à cette discussion, surtout autour de ce sujet qui était assez pertinent. J'espère que tout le monde se retrouve. On est tous concernés parce que d'une certaine façon, on sera homme, on sera femme ou belle-mère dans cette histoire. Et comment faire? Les réponses ont été données ici par notre invité du jour, monsieur Némi Mazama et Stéphanie Pagne, avec qui nous avons passé ce moment sur du courrier du cœur. Alors, Némi, je me retourne vers toi. Est-ce qu'il y a un mot de fin par rapport à votre profession? Vous êtes spécialiste en études des marchés. Est-ce qu'il y a déjà des perspectives allant dans ce sens? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce qu'il y a déjà des projets réalisés qui vont faire partie justement de mots de fin? Oui, alors, je vais dire ceci. D'abord, les études, je vais dire à tout le monde, je vais dire... aux particuliers, tout comme au service public. Il faut savoir qu'on est dans une période où
le monde est dirigé par les études. Exact. Le monde est dirigé par les données. Le monde est dirigé, par des statistiques, etc. Par des soubassements Par des soubassements, alors. Et pour dire que des gouvernements étrangers sont en train de se baser sur ça pour prendre des décisions. Exactement. Voilà pourquoi on a l'impression qu'ils font toujours des bonnes choses. Okay. On pense toujours qu'ils sont intelligents. Nous pensons toujours qu'ils sont, qu'ils sont directement en train de rencontrer les besoins, etc. Mais il faut savoir qu'en amont, il y a des études qui ont été faites. Exact. Et ces recommandations ou les résultats vont influencer les décisions. Alors, je vais quand même dire que c'est un domaine à ne pas négliger. C'est un domaine à prendre en compte, même pour vous. D'ailleurs, dans le futur, on va aussi se baser sur des études sur l'audience. Je pense pour essayer un peu de donner de l'éclairage à ces chaînes de télé là qui sont aussi le plus regardées. Merci. Donc, je pense que vous ferez partie aussi. Donc voilà, pour l'avenir, comme j'ai dit, on est en pleine étude sur la perception de coût de la vie à Kinshasa. Je pense qu'on sera on sera à la fin dans 2 semaines, 3 semaines comme ça. Et après ça, les cabinets, il est jeune. D'accord. En tout cas, on n'est pas dans l'immédiateté, on voit loin. Et on aura des gros projets. Pourquoi pas aussi travailler avec le gouvernement pour essayer juste d'aider le gouvernement à répondre aux besoins des Congolais. Exact. Parce qu'il y a tellement de choses à faire ici au Congo. Et il faut juste savoir, parce qu'en gros, s'il faut définir les études des marchés, c'est juste une méthode scientifique pour connaître les besoins, les problèmes, etc. Et à la fin, pour juste régler ces problèmes-là, tout en se basant sur des données réelles. Exactement. Alors, merci à toi. Merci surtout d'être venu sur ce plateau. C'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Pas du tout. Quand vous allez faire votre lancement de projet et sur les études de marché, j'espère que tu reviendras pour nous actualiser aussi et nous donner des raccourcis pour rentrer en contact avec vos données exactement. Justement, on a aussi besoin de se fier sur des statistiques sûres parce que même sur Facebook, il y a des rubriques statistiques où tu peux comme savoir qui te suit, de quel pays et tout ça. Ça nous facilite toujours. Exactement. Donc, il y a toujours de la rénovation comme ça dans tout ce que nous faisons. Merci à vous tous d'être passés sur ce plateau. Stéphanie, je te retrouve vendredi avec le même plaisir. Merci. Surtout avec une autre histoire. Oui, jusqu'à ce qu'on se batte ici. Donc, Alors, fidèles téléspectateurs, voire même internautes, merci à vous de rester fidèles à nos programmes. Je viens d'oublier. J'ai failli pécher à l'anniversaire. Alors, j'aimerais souhaiter un joyeux, heureux, somptueux anniversaire à une bonne personne, à quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il s'appelle Barthez Munganza. Ok. Je lui souhaite joyeux anniversaire. C'est le tonton de mes enfants. Mais bon, ici, comme le tonton, quand c'est paternel, c'est papa. C'est le papa de mes enfants. Carrément. Alors, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur, de continuer à nous faire rire, de continuer à éclairer. Aza Pembe. Et lampadaire. Asekisaka. Akimisa Angungi. Donc, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Nous vous aimons énormément, papa des enfants. Que Dieu vous bénisse, surtout pour le compte de Stéphanie Pagna. Elle est très contente, on parle de vous. Et je sais que vous êtes une très belle personne pour nous. Alors, comme je le disais, c'en est fini pour moi. Merci à vous d'être restés scotchés, branchés sur le canal 37 TNT sur WTT. Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Dans sa chronique matinale, la tranche la plus suivie, surtout qui vous détend, Blue Sky, le ciel bleu qui s'abat tous les jours sur vous pour faire des beaux présages. Comme aujourd'hui, il y a eu menace de pluie, mais le ciel bleu a eu raison sur la nature. La pluie est passée, il y a eu des beaux temps. Après la pluie qui a tenté de menacer hier, on a voulu dire aujourd'hui qu'il viendront les beaux temps, mais malheureusement, espérons quand même que Dieu fera grâce et pleuvra toujours sur nous, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il pleuve, mais que nous soyons toujours en bonne santé et que nous nous retrouvons encore prochainement ici pour festoyer. Demain, c'est la Saint-Valentin. Offrez des cadeaux à vos proches parce qu'hier, c'était la journée des câlins. Donc, associez tout ça en une journée, le 14 février. Offrez des cadeaux, faites des câlins, faites des bisous, écrivez à vos proches, appelez-les. Dites-leur ce que vous n'avez pas l'habitude de dire. Stéphanie n'a pas l'habitude de dire « je t'aime, tu me manques ». Je pense qu'elle va quand même avoir l'habitude de le dire. Je le dis quand c'est sincère. Ok. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine le lundi. Ce sera avec Lila Chilombo. Moi, vous me retrouvez le mardi à la même heure sur la même chaîne, surtout avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao, bye bye.